Le dénouement de l'épisode de SmackDown du 20 mai dernier aura de lourdes conséquences sur l'épisode de Raw de cette semaine. Le show rouge étant désormais privé de titres majeurs, de championnat par équipe, de Randy Orton, car suite à la victoire des Usos dans le combat d'unification des championnats par équipe, WWE nous a appris que Randy Orton et Riddle étaient en surveillance médicale. On nous rapportait même pour Riddle une hanche brisée et de conséquents problèmes de dos liés à l'attaque des Usos post-match, la Bloodline ayant fait passer un lourd message à sa concurrence. Ajoutez à ça la récente fugue de Naomi et de Sasha Banks et de la perte des championnats par équipe féminins, mais quelle grande perte. Cody Rhodes et Seth Rollins vont-ils réussir à porter Monday Night Raw sur leurs épaules pour bâtir Hell in a Cell, où l'on sait déjà que Roman Reigns y serait absent. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, WWE bouleverse ses plans pour nous proposer cet épisode de Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mai 2022 depuis Evansville dans l'Indiana. L'occasion étant parfaitement choisie pour faire revenir la légende Jerry Lawler. Il vient de Memphis, Jerry Lawler, pourquoi on fait venir? Bon bah Jerry Lawler, il sera là pour interviewer Virman. Oh oui. Bon, sur le papier, c'est l'âge, on n'a qu'à dire que Riddle, finalement, il est pas blessé, c'est lui qui va ouvrir cet épisode de Monday Night Raw. Et puis quel bon choix de faire venir Riddle en ouverture, après, bien évidemment, un clip, on nous remontre, toute la déchéance de RK Bro suite à leur défaite. Vendredi dernier, l'unification part du côté de la Bloodline, et Riddle fait son entrée, il n'y a pas les serpents, il n'y a pas les claquettes, il n'y a aucun animal. Alors, il tape dans les mains, ok, il a le smile, mais dès lors qu'il va prendre le micro, le ton va être plutôt grave. Désormais, il est un homme en mission pour venger un Randy Orton qu'il nous avoue avoir protégé dans son équipe, car vous ignorez certainement que Randy Orton catchait depuis de nombreux mois, blessé au dos. Il avait de plus en plus de mal à marcher et Riddle aujourd'hui réclame vengeance. Un aveu qu'on peut convenir de sincère de la part de Riddle, car on sait que Randy Orton rallonge son espérance de vie dans le ring et son immense star power parce qu'il est très protégé dans ses formats de match par équipe. Blessure réelle ou pas, il a vraiment du mal à marcher Randy Orton avec petite salsa, tout ça, non? Bon. Ce qui sert principalement le scénario ici, c'est que RK Bro est peut-être sur la fin, mais que Riddle obtiendra certainement son immense push solo pour aller affronter et défier, on lui souhaite, Roman Reigns, mais peut-être pas Hell in a Cell. C'est plutôt attendu dans les plans pour Money in the Bank. Et j'insiste vraiment, une super promo de Babyface de Riddle qui était très sérieux, très focus, très différent de tout ce qu'il a pu proposer par le passé. Une promo qu'il a cependant eu un peu de mal à conclure, parce qu'il va juste terminer avec, en demandant au public, allez-y, chantez RK Bro, RK Bro, RK Bro. Bon, ça paraissait un petit peu faible, mais il est pas là sans raison, puisque le premier match de la soirée, il sera associé aux Street Profits, malgré leur rivalité de ces dernières semaines, pour affronter en provenance de SmackDown le Braun Split. On s'en bat les couilles, les Usos, les nouveaux champions unifiés qui font désormais équipe avec Sami Zayn. Bien content. Il intègre en quelque sorte la Bloodline. 12 minutes 35 et un excellent combat d'ouverture où les Street Profits et Riddle vont attaquer leurs adversaires avant même que la cloche ne sonne, ce qui nous permettra de partir à la pub. Retour de pub, le match se pose là. Riddle obtient un hot tag qui est aussi efficace que ceux de Randy Orton avec un immense soutien populaire. Les Usos vont abandonner le combat, laisser Sami Zayn se dépatouiller tout seul et se manger bien entendu le pin final de la part d'un Riddle qui était surmotivé. Très bonne pierre mise à l'édifice du push de Riddle pour aller défier le gros chien. Je ne vous cache pas avoir très hâte de voir jusqu'où le scénario nous portera et de voir Riddle même jouer sur les deux tableaux, que ce soit à Raw, que ce soit à SmackDown, ça sera très intéressant de le voir évoluer dans les deux branches. L'homme de la troisième heure, ce sera bien évidemment Cody Rhodes, comme chaque semaine, qui a le droit à son petit décompte. D'ailleurs, ça servira pour un petit élément de storytelling un petit peu plus tard. Au début de la troisième heure, il affrontera le Miz. D'ailleurs, petite note sur cet épisode de Monday Night Raw, seulement 3 combats durant les 2 premières heures de l'épisode. Et lors de la troisième heure, WWE s'est lâché, il y a eu 4 combats. Voilà. 7 combats sur l'épisode, 4 en dernière heure. Alors accrochez-vous, beaucoup de blabla, beaucoup de segments en coulisses. On va commencer avec le challenge de Bobby Lashley. On sait pas trop, il va apparemment challenger Omos et MVP, leur proposer un deal pour choisir la stipulation du prochain combat annoncé entre Omos et Bobby Lashley à Hell in a Cell. Et apparemment, les Dirt Sheets s'étaient plantés, on part pas vers un Hell in a Cell match, puisque Bobby Lashley, en réalité, va proposer à MVP un combat 1 contre 1 qu'on retrouvera dans la troisième heure. MVP, vous en doutez, il est pas trop chaud à l'idée d'affronter Bobby Lashley, mais il rappelle quand même que c'est lui qui a créé le monstre tout-puissant. Alors il est capable, bien entendu, de déjouer ses plans, et va tenter une petite embuscade avec Omos, mais ça va pas fonctionner. Bobby Lashley, il a vu le truc arriver, donc on retrouvera tout ce beau monde dans la troisième heure. On nous remonte les derniers événements importants autour de ce qu'on appelle le jugement dernier de la chemise noire. Edge, Damian Priest et Rhea Ripley qui mènent la vie dure à Finn Balor, AJ Styles, Liv Morgan, à savoir le Bullet Club. Tout ce beau monde fait son entrée de manière, encore une fois,
fois, je le précise, charismatique, l'entrée est très jolie. Toujours de la cheap hit auprès du public, hein, vous n'êtes que des moutons à suivre les ordres, rejoignez le mouvement du jugement dernier. Et d'ailleurs, Edge, il s'est un peu amusé sur les réseaux sociaux, il va en parler d'ailleurs publiquement, il aimerait étendre bien entendu le clan, et propose les arrivées potentielles de catcheurs comme Tommaso Ciampa, ou pourquoi pas Corey Graves, on le rappelle, qui a été cleared. Il propose même à ses adversaires du moment de changer d'avis et de le rejoindre et de... Ça amuse qui? C'est... c'est drôle, hein. Voilà. Et si tout ce beau monde est ici, c'est parce qu'il y a un match par équipe mixte qui a été programmé entre d'un côté Damien Priest et Rhea Ripley contre Liv Morgan et AJ Styles. Pas de Finn Balor à l'horizon. D'ailleurs, pas de Finn Balor tout court, même dans l'aftermatch, parce que comme vous vous en doutez, le combat était pas si mal, de chouettes oppositions d'ailleurs entre Liv Morgan et Rhea Ripley qui ont une chouette chimie dans le ring. Cela dit, en fin de match, Edge va s'en mêler pour permettre à Rhea Ripley d'obtenir une victoire précieuse sur Liv Morgan, et il va y avoir un beating dans l'aftermatch, et Finn Balor n'est pas venu faire le save, et ça peut être très intéressant. Est-ce que Finn Balor a pas réfléchi aux propositions de Edge et va-t-il rejoindre le clan? Alors Finn Balor, c'est pas le seul absent d'ailleurs, pas de Tommaso Ciampa à l'horizon, pas de Mustafa Ali, même pas le champion des États-Unis Austin Theory n'est présent sur ce show, et on va très peu voir la compétition 24/7, mais ça c'est pour mon plus grand plaisir. Très peu, je m'explique, parce que pendant les entrées tout à l'heure du Judgment Day, on a eu un segment backstage où Dana Brooke, elle expliquait à Adam Pearce qu'elle était d'accord, ok, je veux bien affronter Carmella, on verra bien. Mais elle a été interrompue par Becky Lynch en cosplay de Mylène Farmer, qui s'indigne une fois de plus de sa défaite la semaine dernière contre Asuka. Alors le main event a été tout trouvé puisque Adam Pearce va booker Becky Lynch contre Asuka. Refait le match, et si Becky Lynch remporte la victoire, elle sera intégrée au match de championnat lors de Hell in a Cell. Voilà, donc on nous a annoncé une carte, on change tout, de toute façon les plans changent, vous savez, Sasha Banks, Naomi, il n'y a plus personne. On va pas se passer du star power de Becky Lynch, alors intégrons-la. Enfin, si elle gagne contre Asuka. Mais vous le voyez venir arriver le truc, évidemment. Axel Panton en interview avec Le Miz qui va pas nous apprendre grand chose, mis à part que Le Miz il a le seum de l'arrivée de Cody Rhodes dans la compagnie en disant qu'est-ce que c'est que ce mec, là il y a plus de feux d'artifice pour son entrée que nous au 4 juillet. Ou au 14 juillet, ou peu importe, ou qu'à Disneyland Paris si vous voulez. Il y a peut-être même plus de feux d'artifice pour Cody Rhodes qu'en Arabie Saoudite, hein, parce que, attention, on est bientôt de retour. WWE l'a annoncé le 5 novembre, c'est le retour de Crown Jewel. Ah là là. Le Miz va donc hyper son combat contre Cody Rhodes, il va également hyper la prochaine saison de Miz and Mrs, donc il aimerait être au cœur des préoccupations, et va conclure sur Cody comme quoi il faut jamais faire confiance à un homme qui a un tatouage dans le cou. Faites des tatouages dans le cou, faites des tatouages où vous voulez, y a pas de... Le Miz, qu'est-ce que c'est que ce jugement de valeur? Jerry Lawler fait son entrée. Volontairement, je ne dis rien, hein, parce que là, vous allez comprendre que le malaise s'installe progressivement. Et ben, on est parti, on est en plein dedans. Alors, Jerry Lawler, il a rien à voir avec la storyline entre Virman, les Mysterio. Pourtant, il est content d'être là, on lui a mis son petit trône, il a sa petite couronne. Hop, Virman, il fait son entrée. Alors, Virman, bonjour. T'es quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Bon, très bien. Est-ce que t'as quelque chose à dire, par exemple, je sais pas, moi, sur les Mysterio? Pourquoi tu les as attaqués? Ah, je sais comment te faire parler. Attends, ça va te faire marrer. Il y a Rey Mysterio, il m'a raconté une anecdote te concernant. La dernière fois, tu promenais ton chien et les gens, ils sont venus te caresser toi parce que t'es trop poilu. Le mec, il est même pas poilu, en réalité, il a juste une belle beubare, des cheveux, franchement, en plus, je jalouse, quoi. Le mec, il est super beau mec. Attends, j'ai une autre blague. Il y a Dominique Mysterio qui m'a raconté que t'étais si poilu qu'un jour, le Bigfoot, il a fait une photo avec quelqu'un en se faisant passer pour toi. Non mais ça suffisait pas, Madcap Moss, pourquoi ils nous ont ramené Jerry Lawler? On n'a rien demandé, on est punis. Bon, Virman, finalement, il a fait comme tout le monde, il va finir par craquer, mais toi, t'aurais fait quoi? T'aurais mis une baffe à Jerry Lawler, le mec est quand même resté un minimum courtois, il a dit voilà, si Rey Mysterio, je l'ai attaqué, c'est parce que c'est une légende, mais depuis quelque temps, il se comporte comme un papa poule avec son fils et il est devenu faible. Et Virman, il va commencer à faire un truc pas banal, il va se rapprocher de Jerry Lawler, il va se mettre à le sentir et puis il va dire ah, c'est la peur que je sors chez toi, hein, non, j'ai mis de l'eau de Cologne peut-être un petit peu fort, mais là, il en peut plus. Virman, il a été patient jusque-là, mais il était prêt à buter Jerry Lawler. Les Mysterio, ils sont arrivés, il y a eu petite bagarre. Finalement, en 2v1, Virman, il a dit, bon, bah, on va pas le faire maintenant, il est reparti. Mais quel segment? Mais Jerry Lawler, mais plus jamais. Mais arrêtez. Ah, pétition. Faites une pétition, faites quelque chose. Moi, je vais devenir fou, mais je peux plus regarder Raw. J'arrête là. Non, j'arrête là, fin de l'épisode. Je marque un temps,
Alexa Bliss backstage, interviewée par Sarah Schreiber, elle va partir dans un combat 1 contre 1 contre Nikki Ash. Sarah Schreiber, elle lui demande alors comment ça se passe, la relation avec Sonya Deville, d'ailleurs qui est même pas là ce soir. Et Alexa Bliss, en fait, c'est devenu une meuf chill, elle fait ouais, je pense qu'elle a un petit peu les nerfs, là je suis contente, j'affronte Nikki Ash, mais elle est devenue aussi un petit peu bizarre, elle s'est déguisée en super-héros, enfin tu me diras, moi je suis amie avec une poupée. En fait, elle fait la meuf qui parle beaucoup. Donc visiblement, elle a pas beaucoup de programme, elle part affronter Nikki Ash, et c'est là que les commentateurs vont nous lâcher, bah, au fait, Nikki Ash et Doudrop, la semaine dernière, si Naomi et Sasha Banks, elles s'étaient pas barrées, elles auraient peut-être eu une opportunité pour devenir championne d'Euro. Voilà, ça c'est la gratuité. Alors le combat Nikki Ash contre Alexa Bliss, c'était la gratuité aussi, hein, c'était absolument pas intéressant, ça n'a duré que 3 minutes, c'est une victoire d'Alexa Bliss parce que Nikki Ash, bah, elle a fait une connerie à un moment donné dans le match. Alexa Bliss, elle reste forte, elle a pas de programme véritablement défini et y a rien à noter de plus. Axel Pantois, sollicité une deuxième fois ce soir, va recevoir en interview Seth Rollins, qui est pas jouasse, hein, Seth Rollins, il est pas content de voir que Cody Rhodes, lui aussi, toute l'attention, elle se porte sur l'American Nightmare, il a désormais des décomptes pour arriver au ring, enfin c'est quoi toute cette attention qu'on donne à Cody Rhodes? Seth Rollins nous révèle que lui aussi, il a un décompte qu'on connaît pas, et on ne sait pas quand est-ce qu'il se terminera, mais quand il se terminera, attention, ça va se savoir. Voilà, attention, en huile de Hell in a Cell, et bah, visiblement, c'est la grosse attraction d'Hell in a Cell pour le moment, hein. Cody contre Seth Rollins, vous foirez pas. Donc c'est parti, on est à la fin de la seconde heure, donc là Cody va faire sa longue entrée, il va remettre sa ceinture à un fan comme d'habitude, les feux d'artifice le 4 juillet, le 14 juillet, Crown Jewel, l'Arabie Saoudite, on est bon. Vu qu'on n'est pas tout à fait à la fin de la seconde heure et que c'est pas raccord avec le timing du début du combat de Cody Rhodes, on va retrouver des clips, voilà, sur Asuka, qui est d'ailleurs en interview avec Sarah Schreiber pour hyper le combat de ce soir dans le main event. On comprend absolument rien de ce qu'elle raconte, ce qu'elle rit, elle pleure, elle est totalement possédée, mais c'est ce soir dans le main event, hein, le match avec beaucoup de suspense. La longue entrée du Miz, et on est parti pour un combat qu'on avait déjà vu, mais qu'on avait apprécié la première fois, et bah là, pour le coup, on l'a un peu moins apprécié. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que le Miz était un petit peu sur un slow mode, hein, il catchait au ralenti. 9 minutes de vide, et peut-être la moins intéressante des performances de Cody Rhodes depuis qu'il a signé dans la compagnie, qui vont se conclure par une intervention de Seth Rollins sur Cody Rhodes qui va provoquer la disqualification du Miz, mais peu importe le résultat. Bagarre à 2 contre 1 à l'extérieur du ring, et Seth Rollins va faire quelque chose de pas banal, il va aller récupérer la ceinture que Cody a donnée à un fan au premier rang, il va lui voler, il va lui arracher des mains, quel gros bâtard, pour aller mettre un gros coup de ceinture dans le dos de Cody. Il en a mis qu'un, mais c'était suffisamment efficace pour que... bah, c'est plus efficace que les coups de ceinture de MJF. Il a fait passer son message, il est passé pour un gros méchant, et Cody Rhodes, gros babyface, qui va faire ce move très très classe, il va repartir en boitant, aidé par un arbitre, mais il va récupérer la ceinture pour la redonner aux fans à qui il l'avait donnée en premier lieu. Là, les gens étaient contents, ils ont applaudi, quel gros babyface. Alors voilà, là, mon Amérique à moi, on y arrive. Vu que je vous ai annoncé la 3e heure, c'est beaucoup de catch, et ben on a tout de suite retrouvé après la pub, Chad Gable, Ezekiel, ils sont dans le ring, ils vont bagarrer, il y a Kevin Owens, on l'a mis à la table des commentateurs, mais on lui a pas donné de micro. Par contre, dès lors qu'il entend Ezekiel, il dit « Mais oh, il s'appelle Elias !» Exactement la même chose que le match de la semaine dernière, c'est une distraction loupée d'Otis qui va provoquer son renvoi au vestiaire, une distraction loupée de Kevin Owens qui va provoquer son renvoi au vestiaire. Le tout va amener Ezekiel à remporter la victoire par... Ezekiel qui vient de faire l'upset, il s'enfuit dans le public, et Kevin Owens pendant ce temps-là le défie pour un combat 1v1 à Hell in a Cell. Et oui, la mid-card à l'honneur, bravo Ezekiel. Axel Pantois, il était partout à la fois, il était à la sortie du bureau du service médical pour attendre Cody. Alors Cody, comment ça va? Cody, il fait t'inquiète, il faudra beaucoup plus pour me mettre à terre, c'est pas un coup de ceinture qui va me ralentir, et tu sais quoi, Seth Rollins, il en faudra beaucoup plus. Et à Hell in a Cell, ça fera et 1, et 2, et 3-0. Une déclaration telle que là, c'est toute la France qui reste... Pantoise. Mais on n'a pas le temps pour Gloria Gaynor, on vous a dit, 3e heure, il y a du catch dans tous les sens. Omos, il accompagne MVP qui fait face à Bobby Lashley, ça va durer 3 minutes, et Bobby Lashley, il a pas été malin. En début de combat, il sort à l'extérieur du ring, il croise Omos, évidemment, tu crois que ça se passe bien? Bah non, ça se passe pas bien, donc finalement, rentre dans le ring et évite d'aller à l'extérieur, surtout que MVP, tu peux le maîtriser. D'ailleurs, j'ai adoré les commentateurs, ils nous ont dit, hé, MVP, si vous le saviez pas, si vous faites vos recherches, vous allez découvrir que c'était un catcheur, hein. C'était un bon catcheur d'ailleurs, il a été champion des États-Unis. Bande de cons, il était champion des États-Unis il y a même pas 2 ans. Donc après le premier incident à l'extérieur du ring, MVP il va avoir un léger avantage, mais Bobby Lashley il va passer la seconde, il va commencer à enchaîner MVP et il va le mettre lui-même à l'extérieur du ring pour aller le courser et évidemment se heurter à Omos avec qui il va se bagarrer, et puis il y a le décompte de 10. Welcome to the Countdown Zone. Donc Bobby Chou, vu qu'il a pas été malin, Omos et MVP vont choisir la stipulation, ils vont pas le faire pendant l'émission, on va l'apprendre un petit peu plus tard que qu'ils s'affronteront à Hell in a Cell dans un match handicap. Et on espère que ce sera la fin de la storyline.
Une annonce exceptionnelle pour la semaine prochaine. Lacey Evans est de retour en action. Soyez heureux. Au moins, elle est pas venue faire son speech pour parler de son père. Elle va catcher la semaine prochaine, donc ça y est, c'est le début, c'est parti. Mais on n'a pas le temps, main event, spermatozoïde bisous, parce que Bianca Belair, elle est venue regarder le match. La semaine dernière, elle était venue aussi regarder le match, et finalement, ça avait influencé la décision finale. Donc là, elle a refait la même chose cette semaine, donc elle est même pas aux commentaires, elle s'assoit, peinard, elle attend. Elle vient regarder le combat aux premières loges entre Asuka, Becky Lynch, c'est un chouette match de catch. Ça dure 11 minutes, il y a une très bonne chimie, même meilleure encore que la semaine dernière entre les deux lutteuses. Et ce qui devait arriver, arriva un moment. Asuka, elle envoie Becky Lynch sans faire exprès, j'en sais rien, sur les genoux de Bianca Belair. Ça la dérange pas d'avoir son ancienne rivale sur les genoux. Asuka, elle décide de mettre un coup de pied sur Becky Lynch, sauf que Becky Lynch, elle esquive et c'est Bianca Belair qui prend le coup de pied dans la tronche. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Asuka, elle est confuse, elle fait « Oh, j'ai raté !» Elle a pris un coup de pied au sol de la part de Becky Lynch, il y avait le décompte à l'extérieur, elle est revenue à 9 et elle s'est fait piéger dans un tombé, mais alors, c'est même plus une roll-up zone à ce moment-là, ça mérite même pas de jingle. Asuka, en fait, elle a perdu sur un coup de pied en réalité. Oh my god! Kick to the face just took out Bianca Belair. At the last possible second, Asuka makes the count, hold on, shoulders down! Donc le scénario qu'on attendait évidemment, Becky Lynch est rajouté au combat de championnat pour Hell in a Cell. Une fin de match qui tombe totalement à plat avec une Asuka qui semble être dégoûtée d'avoir perdu le match. Bah oui, elle peut être dégoûtée d'avoir été aussi nul sur la fin de combat. Bah oui, non mais franchement, Asuka quoi, c'est Asuka. Bianca Belair, elle vend le coup de pied, Becky Lynch, elle est contente. Vous avez regardé Monday Night Raw, ou alors peut-être que je l'ai regardé pour vous. On se donne rendez-vous samedi pour le SmackDown Recap. Dimanche sur twitch.tv/Tuerie316 pour le super kick-off de All Elite Wrestling Double or Nothing. Il y aura un qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée, je vous rassure. Sur ce, je vous demande à toutes et à tous de rester forts, et par pitié, ne me demandez pas le retour de Michel. C'est mort. C'était Tuerie. Ciao, bye bye.